Bonjour à tous, c'est l'heure du Best of de France 24, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages de la semaine, tournés par nos correspondants aux quatre coins du monde. Au programme, la Géorgie, terre d'asile, de plus en plus d'Iraniens veulent y vivre et pour cause, ils refusent de subir les sanctions économiques internationales qui pèsent sur Téhéran. Et puis en Chine, le nouveau président Xi Jinping a promis de mettre fin à la corruption et à l'injustice, mais beaucoup de Chinois restent sceptiques. Mais d'abord, le Japon a marqué un bien triste anniversaire cette semaine. En mars 2011, le nord du pays avait été dévasté par une triple catastrophe, un tremblement de terre suivi d'un tsunami et d'une crise nucléaire sans précédent. Près de 19 000 personnes ont trouvé la mort. 2 ans plus tard, les risques de cancer ont augmenté selon les ONG. Parmi les plus touchés, les ouvriers japonais restés sur place pour démanteler la centrale nucléaire de Fukushima. Regardez ce reportage exclusif de Marie Linton et Guillaume Bression. Deux ans après le début de la catastrophe de Fukushima, France 24 a pu se rendre sur le site nucléaire. Une visite exceptionnelle menée sous haute sécurité. On vient d'arriver sur le site de la centrale, mais avant de commencer la visite, on est tous en train de se protéger contre la radioactivité. On nous a donné 2 paires de gants, un dosimètre personnel et aussi et surtout un masque intégral qu'on devra porter pendant les 2 heures de visite. La visite commence en bus entre l'océan Pacifique et les 4 bâtiments réacteurs endommagés. 2 ans après, les débris du tsunami sont encore visibles et certains bâtiments réacteurs sont toujours dans un état terrifiant. Surtout, les niveaux de radioactivité restent élevés. À votre droite, c'est le réacteur numéro 1. Ici, on mesure 1070 microsieverts par heure. À un tel niveau, un travailleur du nucléaire français mettrait seulement 20 heures pour atteindre sa dose maximale annuelle. Pourtant, la période d'urgence est considérée comme terminée. Hatsufumi Yoshizawa, un cadre de l'opérateur de la centrale, mesure le chemin parcouru. Aujourd'hui, les débris en haut des bâtiments réacteurs ont été déblayés. Quand j'étais à la centrale, au moment de la crise, le bâtiment numéro 3, par exemple, était dans cet état-là. Yoshizawa fait partie des Fukushima 50, le surnom donné aux irréductibles qui sont restés à la centrale après le tsunami de mars 2011. Ces images, tournées par les liquidateurs eux-mêmes, montrent le chaos qui régnait au début de la crise. C'était une situation terrible. En plus, on ne pouvait pas savoir ce qui se passait à l'intérieur de la centrale parce que les moniteurs de contrôle ne marchaient plus. Maintenant que les réacteurs sont sous contrôle, les 3000 ouvriers attaquent le démantèlement de la centrale nucléaire. La première étape va consister à vider les combustibles usagés qui se trouvent actuellement en haut du réacteur numéro 4. Le plus dur reste à venir. Prochaine étape, extraire le combustible fondu des réacteurs 1, 2 et 3, un défi technologique jamais relevé jusqu'à présent. Il faudra un temps considérable pour que la centrale nucléaire de Fukushima soit de l'histoire ancienne. Ça prendra de 30 à 40 ans d'enlever le combustible fondu des réacteurs et de l'isoler. 30 à 40 ans, pendant lesquels les ouvriers vont continuer à travailler dans un environnement contaminé. Pendant notre visite, nous avons reçu 70 microsieverts, 200 fois plus que si nous étions restés à Tokyo. Ils ont décidé de tout quitter, leur vie en Iran, leur travail, leur famille, pour s'installer à l'étranger. De plus en plus d'Iraniens ne supportent plus la situation actuelle. Sanctions économiques internationales, programme nucléaire controversé, menaces de guerre avec Israël. Autant de raisons pour quitter le pays. Direction la Géorgie. Marcus Meyer, Régie Janté. Les plats que prépare Hamid sont typiquement iraniens, mais nous sommes ici en Géorgie. Ce restaurant est un des nombreux établissements de la capitale où les expatriés iraniens peuvent retrouver les saveurs de leur pays. Hamid a quitté l'Iran l'année dernière, économie en berne et sanctions internationales. Selon lui, il est devenu presque impossible de faire affaire en Iran. Nous sommes libres ici, nous ne subissons pas de pression de la part de la police. Et ma femme n'est pas obligée de porter le foulard islamique. Ce sont les libertés que nous avons ici. Le manque de liberté qui pousse à l'exil, cela a été le cas pour Reza, un pasteur chrétien. Il y a plus d'1 an, la République islamique l'a envoyé passer 40 jours derrière les barreaux. Son crime, avoir distribué de la littérature religieuse non musulmane.
Il nous raconte avoir été battu par ses geôliers qui lui ont cassé une jambe. Libéré sous caution, il s'est enfui en Géorgie. Il n'ose pas retourner dans son pays, convaincu que les autorités l'emprisonneront à peine revenu. Les membres de sa congrégation, qui rentrent régulièrement en Iran pour rendre visite à leur famille, ne veulent pas dévoiler leur identité, là encore, par crainte d'être arrêtés. C'est une crainte de tous les jours. Vous pouvez être arrêté à chaque instant par les services de renseignement en tant que chrétien pour idolâtrie, parce que vous adorez votre Dieu. Ils peuvent vous arrêter facilement, par exemple dans votre appartement, même si vous avez réuni seulement 5 personnes. Les liens entre la Géorgie et l'Iran, presque des voisins, remontent à des siècles. Manana vend des tapis persans. Sa boutique est située dans une ancienne étable pour chameaux, jadis une escale sur la voie commerciale reliant l'Iran. D'après elle, les Iraniens se sentent comme chez eux en Géorgie, non seulement parce qu'ils n'ont pas besoin de visa pour venir ici, mais aussi grâce aux liens historiques entre les deux cultures, aux influences qui sont encore visibles de nos jours dans l'architecture géorgienne. C'est une voie de transit ici. La route de la soie passait d'ailleurs par la Géorgie. Historiquement, les tapis arrivaient d'Iran, passaient par la Géorgie avant de filer vers l'Europe. Au XVe siècle, par exemple, l'Iran, enfin la Perse, a été l'une des puissances impériales qui a occupé et dominé la Géorgie. Ainsi aujourd'hui, le mot Iran a des connotations négatives pour de nombreux Géorgiens. Ça dépend d'où les gens viennent. Je ne veux pas que les Iraniens ou que les Indiens débarquent ici. Il vaut mieux que ce soit des Européens qui viennent. Je préfère la culture et la civilisation européenne. Mais les Iraniens que nous avons rencontrés ont tous souligné le bon accueil qu'ils recevaient en Géorgie. À leurs yeux, ce pays a de nombreux avantages. C'est un tremplin vers l'Europe et les États-Unis. Et à 1h15 de vol de Téhéran, Tbilissi est plutôt pratique pour rendre visite à la famille. La Chine a un nouveau président. Xi Jinping a officiellement pris ses fonctions cette semaine, mais pour beaucoup de Chinois, son arrivée au pouvoir ne changera pas grand-chose. Au bureau des plaintes de Pékin, des dizaines de personnes se battent chaque jour contre l'injustice et la corruption. On les appelle les pétitionnaires, mais lorsqu'ils attirent trop l'attention, les autorités chinoises n'hésitent pas à les envoyer derrière les barreaux. Joris Zilberman. Voici Lutsun, un village en banlieue de Pékin où la moitié des maisons est louée à des pétitionnaires. Li Yuanling est depuis 9 ans dans la capitale pour réclamer justice après le meurtre de son fils par un responsable de village. Mais avec la session parlementaire, on a chassé Madame Li de sa chambre pour la décourager. Aujourd'hui, elle vient y récupérer ses affaires sans pour autant baisser les bras. Si on ne se plaint pas à l'occasion de l'Assemblée, personne ne s'occupera de nous. Chaque année, je le fais et ils essaient de m'arrêter depuis la région d'où je viens. Ils me ramènent, ils pensent être débarrassés, mais le gouvernement local a encore peur que je les poursuive en justice. Li Yuanli nous emmène à l'intérieur du village des plaignants. Pour ceux qui restent, les conditions deviennent toujours plus précaires. Avant, le loyer était de 10 € par mois. Maintenant, ils l'ont augmenté à 15 ou 20 €. On n'a plus les moyens de vivre ici. Mais là aussi, tous gardent l'énergie du désespoir. Leur vie est littéralement sacrifiée à leurs plaintes. Le nouveau leader Xi Jinping a bien promis de traiter correctement les pétitionnaires. Peu avant l'Assemblée, beaucoup ont été relâchés des camps de travail que le gouvernement promet de réformer. Mais Madame Li ne voit toujours pas la différence. Pendant l'Assemblée, c'est impossible de pétitionner. Si vous allez vous plaindre frontalement, ils finiront par vous attraper et avertiront votre gouvernement local pour qu'ils viennent vous ramener à la maison. Donc vous ne pensez pas que la situation va s'améliorer? Pour l'instant, la situation, c'est que personne n'est en sécurité. Quelqu'un peut venir vous chercher à tout moment. On n'en sait rien. Nous voilà maintenant au cœur de Pékin, près de l'un des bureaux des plaintes. Allô? Oui? On est déjà arrivé. Après 15 ans de pétition, Ye Qinghuan s'est présentée aux élections locales. Sa candidature a été refusée. Aujourd'hui, elle mobilise un groupe de plaignants aguerris pour rencontrer des parlementaires. Je récuse le terme de plaignant. Nous ne sommes pas des plaignants. Nous exigeons la justice dans le cadre de la loi. Ce système des plaintes doit être aboli. En Chine, c'est seulement parce que la loi n'est pas assez ferme et que les tribunaux peuvent l'enjamber que le gouvernement a créé le système des plaintes. Eh bien, il est temps de l'abolir. Le groupe est décidé et la police nous laisse filmer dans le bureau des plaintes où les fonctionnaires reçoivent Ye Qinghuan pour faire bonne figure. Puis le mouvement continue aux portes de l'Assemblée populaire de l'arrondissement. Ye Qinghuan réussit à parler à un responsable.
Nous sommes une vingtaine de personnes et nous voudrions rencontrer un député de l'Assemblée nationale. On demande aux plaignants de patienter. Mais après une demi-heure, personne ne vient les voir. À Pékin, on est allé dans beaucoup de districts et on n'a pas pu rencontrer un seul député. Ces soi-disant élus du peuple ne sont pas des élus. Ils ont été nommés. Puisque les députés ne veulent pas sortir, il ne nous reste plus qu'à déclarer officiellement que notre recherche de députés est aujourd'hui un échec. C'est un échec. Si une minorité de pétitionnaires commence à s'organiser, la grande majorité reste dans une précarité dangereuse, toujours près de la prison, mais très loin des belles promesses du nouveau gouvernement chinois. Voilà, c'est la fin de ce best-of. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de reportages inédits, ici sur France 24.